Je vous retrouve dans quelques minutes pour Bouge la France avec 11 invités ce soir qui vont parler du RSA, du budget 2009, du DSK Gate, de l'argent du président de la République, du tout numérique. Voilà pour le débat de ce soir. C'est juste après le journal de Xavier Rojek. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'État va injecter 10,5 milliards d'euros dans les principales banques françaises, dont le Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, le Crédit Mutuel, la Caisse d'Épargne et Banque Populaire. Annonce de Christine Lagarde ce soir. Pour la ministre de l'Économie, il est très probable que la croissance n'atteigne pas 1% en 2009. Problème, le budget examiné en ce moment même à l'Assemblée est bâti justement sur cette prévision de 1%. Nicolas Béard. La croissance pourrait ne pas atteindre 1%. C'est l'aveu de la ministre de l'économie à la tribune de l'Assemblée nationale cet après-midi. Pourtant, c'est bien un projet de budget construit sur une croissance de 1% qui est présenté aux députés. Le gouvernement pourrait donc par la suite réviser ses prévisions à la baisse et revoir sa copie. Ce budget qui va être voté, il pourrait fort bien être modifié assez rapidement. C'est normal. Il faut être mobile, il faut être manœuvrant. On est sur un océan avec des gros creux. Si on garde le cap comme un mauvais capitaine, on prend vraiment le risque de sombrer. L'opposition, elle, en profite pour repartir à l'assaut du paquet fiscal, comme Didier Migaud, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Pour le Parti socialiste, ce budget 2009 est avant tout obsolète. Autant s'adapter. Quand je regarde du côté allemand, par exemple, dès lors que les prévisions de croissance sont modifiées, l'épure budgétaire est modifiée. Ça ne pose pas un problème de cas de conscience au gouvernement allemand. Donc il faut s'habituer quand même à ce que les budgets correspondent à la réalité. En attendant, le déficit public semble contenu sous la barre des 3% comme l'exige le pacte de stabilité. Un pacte de stabilité qui pourrait être mis entre parenthèses si la croissance se dégrade encore. Voilà, et sachez encore que le gouvernement va débloquer 5 milliards d'euros pour aider les collectivités territoriales mises en difficulté par la crise. Une crise qui risque de créer 20 millions de chômeurs d'ici la fin 2009, selon le Bureau international du travail. Et justement, en pleine crise immobilière, le Sénat poursuit l'examen du projet de loi sur le logement, un texte qui fait polémique. Il modifie en effet la loi SRU qui impose aux communes 20% de logements sociaux. Anne-Louise de Rohan. C'est l'article le plus polémique, ce fameux article 17 qui prévoit d'intégrer l'accès à la propriété dans les 20% de logements locatifs imposés aux maires. Pour Christine Boutin et les partisans du texte, cet accès à la propriété doit avant tout lutter contre la précarité. Au lieu de dépenser un loyer, elles vont dépenser un remboursement pour accéder à la propriété et progressivement se faire un petit pécule. Et ça, c'est vraiment une avancée démocratique. Mais pas vraiment une avancée pour la gauche qui craint du coup la baisse de logements locatifs dans les communes. Je ne connais pas de maires qui refusent de l'accession à la propriété sur leur territoire, fût-elle sociale. Par contre, j'en connais beaucoup qui refusent effectivement d'avoir du locatif social. On aime les propriétaires, on aime moins les locataires. Une gauche ici confiante car même à l'UMP les voix discordantes sont nombreuses, comme celle du rapporteur Dominique Braille. Ce projet de loi comporte des dispositifs excessivement forts en direction, je veux dire, de favoriser l'accession à la propriété. Il doit aussi avoir des dispositions fortes pour permettre à nos 60% de Français demain de pouvoir loger dans le logement locatif social. En avril dernier, le Sénat avait déjà supprimé la même modification de la loi SRU. L'article 17 pourrait bien subir le même sort. Dominique Strauss-Kahn présente ses excuses au personnel du FMI pour une erreur de jugement. Mais le patron du Fonds monétaire international précise « Je n'ai pas abusé de ma position ». Dominique Strauss-Kahn fait l'objet d'une enquête interne pour favoritisme à la suite d'une liaison avec une collaboratrice. Les caisses d'épargne dans la tourmente. Après la perte de 600 millions d'euros, 3 dirigeants ont dû démissionner. Un geste sans précédent que réclamait Nicolas Sarkozy. François Fillon a d'ailleurs jugé ces démissions normales. Explication Pierre Ducarte. Le Conseil a accepté la démission de messieurs Charles Millot, président du directoire. Il aura fallu un conseil de surveillance de 6 heures pour que les têtes tombent à la caisse d'épargne. La démission des 3 dirigeants est aujourd'hui applaudie sur tous les bancs politiques.
C'est une bonne manière d'assumer ses responsabilités. Et c'est vrai que par les temps qui courent et avec la crise que nous connaissons au niveau mondial, je pense qu'il est bon que chacun prenne conscience de ses responsabilités. La caisse d'épargne, c'était le temps, c'était la durée, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils spéculent, donc heureusement qu'ils ont démissionné. C'est une série noire que traversent les caisses d'épargne. Déboire financier de sa filiale d'affaires Natixis, rachat controversé de Nexity et enfin la perte en bourse de 600 millions d'euros révélée la semaine dernière. Il était nécessaire d'envoyer un signal fort à la communauté professionnelle, aux salariés qui ont beaucoup de difficultés depuis quelque temps pour répondre aux interrogations légitimes du public, des épargnants qui sont inquiets pour leur épargne. Le nouveau président Bernard Comollet aura donc comme difficulté de retrouver la confiance perdue de la caisse d'épargne tout en s'imposant dans la future fusion avec la Banque Populaire. Développer le numérique pour relancer la croissance, c'est l'objectif du plan dévoilé ce matin à l'Elysée. 154 mesures et une priorité, garantir le haut débit pour tous. Mais ce plan, qui se veut une des réponses à la crise, ne prévoit aucun financement concret. Flora Sauvage. Très attendu, repoussé une première fois par Nicolas Sarkozy, c'est finalement Éric Besson, le secrétaire d'État à l'économie numérique, qui a dévoilé les 154 mesures du plan France Numérique 2012. Première mesure, créer un droit opposable pour l'accès à l'Internet haut débit. Chaque Français, où qu'il habite, bénéficiera d'un droit à l'accès Internet haut débit, opposable à des opérateurs clairement identifiés, à un tarif abordable, inférieur à 35 € par mois. Autre mesure, le renforcement du taux d'équipement dans les écoles primaires. Le taux d'équipement en France, 8 ordinateurs pour 100 élèves, est beaucoup plus faible que celui d'autres pays européens. Nous devons rattraper ce retard par le développement progressif de classes équipées et connectées, dites classes numériques, dans le primaire, et l'installation de 400 cyberbases dans les écoles primaires sur 5 ans. Enfin, pour renforcer la confiance des consommateurs dans les transactions électroniques, le gouvernement va créer une carte d'identité numérique. Nous avons aussi souhaité développer un outil d'authentification ultra sécurisé qui lui permettra de prouver sans faille son identité sur Internet. Malgré ces propositions, le plan numérique dévoilé aujourd'hui laisse pourtant les blogueurs sur leur faim. On était un peu déçus de ne pas voir le président de la République lui-même nous présenter les mesures. Et je crois qu'on s'attendait plutôt à avoir une mesure phare ou quelque chose. Avec ce plan, le gouvernement espère créer des centaines de milliers d'emplois. Il compte même en tirer des recettes supplémentaires avec le dividende numérique, c'est-à-dire la libération de fréquences hertziennes par la télévision due à l'extinction de l'analogique. Beaucoup de réactions ce soir après la disparition de Sœur Emmanuelle. Nicolas Sarkozy salue une femme de foi et d'action. Jacques Chirac rend hommage à une femme d'exception. Ségolène Royal évoque son engagement inlassable au service des plus pauvres. Sœur Emmanuelle s'est éteinte la nuit dernière à l'aube de ses 100 ans. Celle que l'on surnommait la Sainte du Caire avait partagé pendant plus de 20 ans la vie des chiffonniers. Une religieuse au tempérament de feu. À l'âge où certains prennent leur retraite, Sœur Emmanuelle se révèle. Son combat sera aux côtés des déshérités. À 63 ans, elle décide de partager le sort des chiffonniers du Caire pour les aider dans le tri quotidien de ces montagnes d'immondices. J'étais professeure de lettres dans le collège de Notre-Dame de Sion. D'abord une vingtaine d'années en Turquie, à Istanbul. Ensuite, quelques années à Tunis, puis à Alexandrie. Et maintenant, voilà, la plus belle partie de ma vie. Je suis ici avec tous ces enfants. Pendant 20 ans, elle mettra toute son énergie pour faire construire des écoles, des jardins d'enfants, des dispensaires. En 80, elle fonde son association pour aider des milliers d'enfants en Égypte, au Liban, aux Philippines, en Inde. Et ici au Soudan, nous sommes en 88. Sœur Emmanuelle crée des écoles pour filles en pleine guerre civile. Moi, j'ai été vraiment privilégiée. J'ai pas le droit de garder pour moi les richesses que la Belgique m'a données. Je dois les donner aux autres. En 85, ses supérieurs lui imposent de quitter le Caire. Elle revient en France. C'est le temps des louanges. Elle reçoit la Légion d'honneur. Drôle, impertinente, toujours émouvante. Coqueluche des médias, Sœur Emmanuelle arpente les studios de télévision sans jamais oublier ce qui la porte, mais avec cet humour qui la caractérise. Le comédien Jamel Debbouze lui aurait volontiers emprunté ses baskets. Au moins 10 ans. Ça vaut une fortune, Sœur Emmanuelle, vous rendez pas compte. Ça vaut une fortune, j'ai une fortune à mes pieds.
Au soir de sa vie, toujours active, cette fois auprès des sans-papiers, sœur Emmanuelle prend sa retraite dans cette communauté dans le Var. À presque 100 ans, elle envisage de quitter ce monde sereine. Rien n'a de sens s'il n'y a pas une autre vie. C'est débile, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, franchement. Mais s'il y a une autre vie, qu'on s'y prépare en s'aimant les uns les autres, et que l'amour est plus fort que la mort, alors hop là, ça a du sens, c'est merveilleux. Sereine, mais avec ce vœu que son association lui survive, parce que, dit-elle, le monde, lui, n'en a pas fini avec la misère. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled. Le budget 2009 et les interrogations sur la croissance, l'annonce ce soir de Christine Lagarde d'injecter 10 milliards d'euros dans le système bancaire et le RSA de Martin Hirsch qui arrive en débat au Sénat. Tout de suite sur le plateau de Bouge la France autour de Pierre Sled, la sénatrice UMP des Yvelines Bernadette Lafont qui rapporte le texte dans la Haute Assemblée et Raymonde Le Texier, sénatrice socialiste du Val d'Oise. Bonsoir à tous. On commence par un beau lapsus. C'est pas Bernadette Lafont, mais Bernadette Dupont. Bonsoir madame la sénatrice. Et Raymonde Le Texier, sénatrice du Val d'Oise. Alors c'est ce débat sur le RSA, on l'attendait demain. Et puis c'est pas sûr que ce soit demain. Ce sera peut-être mercredi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les débats actuels ont pris du retard et donc tout s'enchaîne. Et alors là, donc on est lundi soir. Oui. Vous savez pas encore exactement quand est-ce que ça va commencer? Voilà, demain dans la nuit ou mercredi après-midi. Et c'est pas bien de commencer un débat en pleine nuit? Moi, je pense que c'est pas la bonne affaire, non, effectivement, parce qu'on n'a plus l'esprit très fait. On a déjà travaillé toute la journée sur d'autres sujets. Je pense que pour aborder sereinement un débat, il vaut mieux démarrer à une heure d'attaque. D'attaque, absolument. Raymond Le Texier, c'est une réforme de droite ou de gauche? C'est une réforme proposée par le gouvernement qui est un gouvernement de droite. C'est un scoop. Un gouvernement d'ouverture quand même. Oui. Ok. Et alors? Parce qu'on a du mal un petit peu à voir le positionnement de la gauche, parce qu'on sait par exemple c'était une des mesures qui était dans le programme de Ségolène Royal. Bon, c'est vrai que le RSA a priori c'est pas, on n'a pas l'impression que ça puisse choquer les gens de gauche. Non, non, ça choque pas forcément. Ça choque d'autant moins que non seulement c'était dans le programme de Ségolène Royal, mais le RMI a juste 20 ans. Il a été mis en place sous le gouvernement Rocard. Ensuite, il y a eu les primes mises en place sous le gouvernement Jospin, donc voilà. Enfin, je vous pose cette question-là pour savoir quelle va être l'attitude des socialistes durant ce débat. Bon, on verra, on va peut-être en parler tout à l'heure, parce que effectivement, quand les gens n'ont rien ou très peu de choses, le fait de trouver les moyens de leur donner un peu plus, c'est plutôt sympathique. Bon, il y a 7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays. Parmi ces 7 millions, on considère qu'il y a à peu près, il y en a 7 ou 10% qui sont des travailleurs pauvres. Ce nombre de travailleurs pauvres qui a augmenté de plus de 20% en 5 ans est quand même très préoccupant. Donc, trouver des mesures qui fassent en sorte que les uns et les autres soient un peu moins pauvres, a priori, c'est sympathique. Sauf qu'en rentrant un peu dans le détail du texte, mais on va sans doute avoir l'occasion d'en parler, on se rend compte quand même qu'il y a des effets un peu pervers et un peu inquiétants. Enfin, en tout cas, est-ce que vous avez l'impression, Bernadette Dupont, que finalement c'est une mesure qui tombe bien, quel que soit l'avenir de vos discussions, dans un moment de crise que Mais je pense que dans un moment de crise, bien sûr, on aura peut-être plus de mal à remettre des gens au travail, mais je crois que redonner confiance aux gens, c'est quand même important. En plus, la loi n'entrera en application que le 1er juin 2009, donc on a une dizaine de mois devant nous pour que la situation se débloque, et je crois que la
la force de cette loi, c'est justement d'inciter au retour à l'activité les bénéficiaires des minima sociaux et puis d'accroître le pouvoir d'achat des travailleurs pauvres, comme l'a dit Raymond Le Texier. Et je crois que c'est la première fois que les travailleurs pauvres sont pris en compte, parce qu'on était rentré dans un système au bout d'un moment où les gens étaient entrés dans un statut et n'étaient pas considérés en fonction des difficultés financières qu'ils pouvaient rencontrer dans leur milieu familial. Il n'y avait pas toujours de bonnes raisons de vouloir en sortir en plus. C'est-à-dire que le problème était qu'ils avaient droit, par leur statut, à des droits connexes qui leur permettaient d'arriver à vivre, à survivre. D'aucuns peuvent dire de temps en temps même à sous-vivre, enfin disons à vivre. Et je pense que à l'heure actuelle, sortant de ces statuts, on rentrera dans le problème de leurs revenus et en fonction de ce dont ils ont besoin, on ajustera et il n'y aura plus ces droits connexes qui viendront bloquer les situations de retour à l'emploi, parce qu'il était souvent plus intéressant de rester avec son RMI et ses droits connexes que de retourner à l'emploi avec un salaire au SMIC, qui vous faisait perdre les droits connexes. Sur quoi vous allez vous opposer? Vous parliez de points sur lesquels vous n'étiez pas d'accord. Madame Dupont vient d'aborder un des aspects du RSA qui avait été en partie traité précisément en 92 sous le gouvernement Jospin, puisqu'on avait mis en place l'intéressement pour essayer de pallier cette espèce de paradoxe incroyable qui faisait que lorsqu'on sortait du RMI pour entrer dans l'emploi, on se retrouvait avec des revenus inférieurs à ceux qu'on avait du temps du RMI, comme vous venez de l'expliquer tout à l'heure. Mais il y a un deuxième aspect tout à fait important du RSA et qui peut être séduisant et qui en même temps est un des aspects qui nous inquiète, c'est le fait que l'on prenne acte qu'il y a maintenant des travailleurs pauvres, des gens qui travaillent et dont les revenus du travail, leurs revenus ne leur permettent pas d'être autonomes, de vivre décemment. Donc on prend acte de ça et le RSA viendra s'ajouter à ces salaires défaillants. Donc quelque part, on institutionnalise le travailleur pauvre. Et nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que on pense que les employeurs peuvent s'engouffrer dans la brèche et intégrer en quelque sorte. Vous pensez que ce sera pas incitatif ou pas assez? Non, pas du tout. C'est parce que le salaire n'est pas suffisant. Donc, l'État se substitue à l'employeur et verse le RSA pour suppléer à un salaire insuffisant. C'est quand même énorme. C'est pas l'employeur qui est mis face à ses responsabilités à ce propos, parce que l'employeur propose des emplois précaires, des emplois à temps partiel ou tout simplement des emplois sous-payés. Surtout dans cette période de crise, on ne sait pas quoi faire pour justement essayer d'aider les entreprises à créer des emplois. Okay. Mais on peut imaginer quand même, on peut craindre en tout cas, c'est notre crainte, c'est notre crainte. Ça se passera pas comme ça, moi. Ça s'est déjà passé comme ça pour les gens, les comédiens, qui bénéficiaient, comment on appelle ça, les intermittents. Merci. Les intermittents du spectacle où finalement on a intégré. En période de pause, eh bien, on était payé quand même pour un équilibrage général. En tant qu'intermittent et on le déduisait des appointements qu'ils pouvaient avoir. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'État va suppléer aux charges des entreprises. Les entreprises, elles ont des contraintes, bien entendu, et les salaires ne peuvent pas augmenter brutalement du jour au lendemain. Donc nous insistons, vous en êtes j'espère témoin en tant que membre de la même commission que moi, que nous avons insisté sur la formation professionnelle et la professionnalisation des travailleurs. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que petit à petit, ces travailleurs remonteront dans le statut professionnel et qu'ils auront des revenus professionnels qui s'amélioreront au fur et à mesure qu'ils progresseront. Et la progression dans l'emploi est pour moi quelque chose de très important sur lequel on insiste
j'allais dire, dans l'apport de notre commission à cette loi, la progression dans l'emploi est quand même quelque chose qui a été mis en évidence. Oui, mais en même temps, ce sont quelques... Donc ça se fera petit à petit, il n'y aura pas de révolution du jour au lendemain, je vous l'accorde. Puis ce sont quand même quelque part des vœux pieux, parce qu'une des lacunes de cette loi, il y en a plusieurs, pas qu'on parle un petit peu pas qu'on parle du financement, mais une de ces lacunes, c'est que l'accompagnement est quasiment inexistant. Il n'y a pratiquement rien prévu, justement, à la charge des départements. On a 10 mois pour mettre l'accompagnement en place et le prévoir, et je pense qu'effectivement, là aussi, c'est un des points sur lesquels nous insistons, c'est que l'accompagnement doit être, avec la formation professionnelle, avec la progression dans l'emploi, doivent être les points essentiels de cette loi, Alors, de ce système. Le financement, donc, vous êtes assez réticent sur la taxe de 1,1%. Vous pensez qu'il faudrait mieux revenir sur le bouclier fiscal, par exemple ? C'est pas qu'on soit réticent sur les 1,1%. On trouve, et je pense que tous ici, même Madame Dupont, j'en suis sûre, dans son fort intérieur, on trouve absolument aberrant, provocateur et scandaleux que les plus grosses fortunes soient dispensées de cet effort de solidarité. Moi, je comprends bien cet argument, mais je pense que c'est pas la réalité des choses, parce que les grosses fortunes, comme vous dites, on a mis le bouclier fiscal en place pour éviter la fuite des capitaux vers l'étranger d'une certaine manière, si, quand même, faut le reconnaître. Donc, tous ces gens, ils paient quand même beaucoup d'impôts, puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils ont beaucoup de revenus, et on a limité, mais c'est vrai aussi, pour tout le monde, le bouclier fiscal pour les gens qui ont des revenus moyens, c'est qu'on ne paie jamais plus de 50% de ses revenus. Hein? Madame Dupont, vous savez combien on a remboursé à Liliane Bettencourt quand même? 7 millions d'euros. Oui, et elle sera dispensée de participer à l'effort collectif. Oui, mais il participe à sa manière quand même, je pense. Ça vraiment, non, je crois que là, et moi j'ai fait beaucoup de sondages autour de moi et chez les commerçants, partout j'ai interrogé des gens que je rencontrais pour leur demander ce qu'ils pensaient du RSA. La plupart, la grande majorité m'ont dit c'est une bonne mesure parce que pour nous, tant qu'à faire de payer des impôts, on préfère que vous fassiez l'effort de mettre les gens au travail plutôt que de les laisser s'inscrire dans un statut qui ne les sort de rien du tout. D'accord. Je vous laisse, mais pour rester dans le financement, qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'Edouard Balladur sur la suppression de l'arrêt de la pub pour financer justement le RSA? Justement, lorsque je l'ai entendu ça, j'ai pensé qu'à droite aussi, il y avait des personnes, et non des moindres, qui étaient sans doute tout à fait choquées. Vous savez, un média titré hier, je crois, le boulet fiscal, et effectivement, ce bouclier fiscal va devenir le boulet fiscal pour le président de la République, tellement c'est scandaleux. Mais il faut parler également d'un autre point s'agissant du financement, c'est que l'allocation RSA sera prise en charge, entre autres, grâce à ces 1,1%, plus l'ex-RMI, l'allocation pour les parents isolés, etc. Mais rien n'est prévu pour le financement des accompagnants. Or, on n'aura peut-être pas le temps, mais ça aurait été intéressant de parler des expérimentations qui ont lieu depuis un moment dans un certain nombre de départements français. Et là où ça a marché, c'est-à-dire où les sorties du RMI pour aller vers l'emploi ont été de 30% supérieures, oui, voilà, à ce qu'elles sont sur les zones témoins, eh bien ça a marché parce que dans ces départements, on a fait un effort incroyable sur à la fois le nombre de professionnels qui ont pris en charge cette expérimentation et leur qualité de formation. Et l'un des départements que nous avons auditionné, que j'ai auditionné il y a 2 ou 3 jours, m'expliquait que de leur point de vue, c'était l'Eure. Hein. C'est important de dire quel département, parce que l'Eure, bon, il y a des problèmes. Nous avons auditionné l'Eure aussi. Oui, voilà. Donc, ils nous ont dit qu'ils estimaient à 25 temps plein le nombre de personnes nécessaires pour faire un travail correct et un vrai suivi. Mais ça, c'est le département qui prendra en charge financièrement. Rien n'est prévu. Or, attendez, je fais un rétablissement. On va terminer là-dessus. Oui, je fais un rétablissement parce que vous aurez parmi les bénéficiaires du RSA les gens qui sont
relativement, où les travailleurs pauvres qui auront besoin d'un coup de main, mais l'accompagnement sera relativement bref, ou bien des gens qui sont assez proches du retour à l'emploi, et à ce moment-là, c'est pas forcément les acteurs du département, ça pourra être délégué à au service public de l'emploi ou au pôle emploi de la NPE, bon, s'ils sont proches du retour à l'emploi. Par contre, pour les gens qui sont encore dans des soucis d'ordre sociaux ou d'ordre de santé, ce seront les départements. Alors, dans les départements, vous avez des gens qui sont déjà en place, puisque vous avez et qui ont déjà du travail, mais les gens qui étaient au RMI, ils seront repris en charge pour le RSA. Donc, il y aura quand même un passage des gens qui sont déjà en place, mais je vous accorde que les départements seront obligés de revoir leur système d'accompagnement. C'est absolument évident. Je vous interromps, je vous remercie. On a bien compris que la discussion portera sur le financement en particulier. Pas uniquement, mais c'est vrai que ça fait partie des discussions. Donc ça commence peut-être demain soir tard. Ou mercredi. Donc soyez disponibles. À 15h. Merci beaucoup. On va continuer à parler de gros sous. Alors là, c'est vraiment des très gros sous puisque c'est le budget 2009. Est-ce qu'il est un budget vérité ou un budget virtuel ? Interrogation sur la croissance à la base du calcul du budget 2009. Christine Lagarde laisse entendre que les 1% prévus ne seront pas au rendez-vous. Le débat est donc désormais ouvert sur le plateau de Bouge la France. Pascal Salin, économiste et professeur à Paris-Dauphine. Limoine Noc, il est économiste à Paris 1. Et bien sûr Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur. Voilà, et on finit de s'asseoir avec mes trois invités. Merci d'être là. C'est vrai que cette discussion à l'Assemblée nationale sur le budget, eh bien, en fait, il y a des informations toutes les heures quasiment. La dernière en date, et je commence avec vous, Jean-Louis, c'est les 10 milliards et demi qui seront versés par l'État au profit des banques. C'est vrai qu'elles ne se précipitaient pas au départ sur ce qui leur était proposé, et pour cause, elles avaient peur qu'on dise ça y est, cette banque est atteinte, ceux qui y sont vont partir parce qu'ils croient que la banque est malade. Mais là, ça y est, c'est une réponse collective qui est un petit peu imposée aux banques et donc de l'argent distribué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que le plan de sauvetage bancaire se met en route. Vous savez qu'il y avait deux enveloppes, une enveloppe de 320 milliards qui était faite pour permettre au marché monétaire de se réactiver et aux banques de se faire crédit entre elles. Et puis il y avait 40 milliards d'euros qui étaient mis sur la table pour, dit-on, recapitaliser les banques qui en auraient besoin. Or, aujourd'hui, on nous annonce le déblocage d'une première tranche de 10,5 milliards, en nous précisant bien qu'il ne s'agit pas de recapitalisation d'ailleurs, puisque ça sera de la dette subordonnée, donc l'État ne sera pas actionnaire direct des banques, mais il s'agit quand même d'une mesure qui épaule les banques. Je signale que l'ensemble des plans se mettent en œuvre, les Britanniques ont déjà mis en œuvre le sien. Dès aujourd'hui, la banque hollandaise ING a reçu 10 milliards d'euros pour elle toute seule. Il faut bien voir que 10 milliards, ça paraît beaucoup d'argent, mais lorsqu'on décompose banque par banque, il y en a 6. C'est de l'ordre de 3 milliards pour le Crédit Agricole, de l'ordre de 2,5 milliards pour BNP Paribas, alors que ING, le Hollandais, il a reçu 10 milliards d'un coup aujourd'hui, et le plan de recapitalisation des banques britanniques est encore plus important. Donc, et pour ne pas parler des Américains. Donc, on met en place le plan de sauvetage. D'accord. Et donc ça va tirer de façon un petit peu sur le budget. Et dans le budget dont on parle, ce budget 2009, où entre le moment où il a été écrit, programmé, calibré, et maintenant, il y a juste une crise qui est arrivée. Alors évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, et je vous la pose en premier. Limoine Noc avec ce livre Sarconomics qui paraît chez Grasset. Chez Grasset, voilà, c'est ici. Est-ce que c'est concevable de parler d'un budget comme ça, alors qu'on sait déjà qu'il est dépassé ou qu'il va falloir le réaménager? Le pacte de stabilité est suspendu depuis la réunion du G4. Personne ne le dit, mais pour circonstances exceptionnelles et plus si affinité, il n'y a plus de pacte de stabilité. Oui. Madame Lagarde a affirmé cet après-midi qu'elle n'augmenterait pas les impôts et qu'elle laisserait filer les déficits. Ça signifie qu'elle s'attend à ce que les déficits se creusent. Et elle a annoncé ce soir que la croissance serait très probablement à moins de 1%.
Oui, la croissance telle que le prévoient les principaux instituts de conjoncture sera l'année prochaine située entre moins 0,5 et plus 0,5, donc autour de 0,02. Ça veut dire que si on fait un projet de budget avec une hypothèse de croissance de 1%, on va largement creuser les déficits. Mais ça, c'est une vieille technique qui consiste à surévaluer, si vous voulez, les hypothèses de croissance pour pouvoir pratiquer le déficit budgétaire sans le dire et espérer qu'il tire la croissance qui serait source in fine dans 2 ou 3 ans de recettes fiscales. Mais là, on en est remis, si vous voulez, à la prière, hein, puisque toute la question est de savoir si les déficits vont financer des dépenses qui sont porteuses d'avenir, qui vont avoir effectivement un impact sur la croissance. Et c'est là que s'ouvre précisément le débat budgétaire. Et la crise aussi, parce qu'il y a 2 paramètres. Il y a à la fois relancer, effectivement, améliorer la croissance, mais aussi il y a cette crise dont il faut bien tenir compte et qui va évidemment mettre des bâtons dans les roues à tout ce qu'on essaye de faire. Sur ce budget, est-ce que vous pensez qu'il est fiable? C'est un petit peu comme si on faisait une addition et puis à la fin, quand on fait le calcul, on dit bah ouais, mais les chiffres du début, c'est plus ça. Oui, souvent d'ailleurs, ça arrive, n'est-ce pas, que les prévisions ne soient pas ensuite mises en œuvre. Il est difficile, je pense, de le tenir parce qu'on prévoit une augmentation des recettes fiscales de 1,5%, ça paraît un petit peu optimiste. Ce que je regrette, c'est qu'on prévoit justement une augmentation des recettes de ce niveau-là, et ça sera sans doute inférieur, et par ailleurs, on prévoit une croissance des dépenses de 2%, et très probablement davantage. Je crois que le rapporteur du budget, M. Gilles Carrès, a dit que c'était plutôt de l'ordre de 3%. Or, il y avait un objectif qui avait été proclamé, qui était de réduire peu à peu le déficit pour arriver à l'équilibre en 2012. On a l'impression que cet objectif s'éloigne, et je trouve ça tout à fait regrettable. On est maintenant dans une situation où les charges de paiement et de remboursement de la dette absorbe presque la totalité du déficit. Donc on est dans un système qui est quand même un petit peu absurde. Il y avait une urgence qui était celle-ci, et puis il y avait pour moi une autre urgence, compte tenu des objectifs qui avaient été affirmés, qui est de réduire la pression fiscale. La France a un des taux de pression fiscale les plus élevés du monde, c'est ce qui paralyse en grande partie l'activité économique, et cet objectif, eh bien, je crains qu'on l'oublie jusqu'à 2012. Et ça me paraît tout à fait regrettable. Et d'autant plus que depuis des années, on nous dit il y a une situation économique difficile, c'est pas le moment de faire une réforme fiscale. Moi, je crois qu'au contraire, c'est parce que la situation est difficile qu'il faut laisser des moyens de paiement aux individus, il faut réduire les impôts. Oui, réduire les impôts, mais enfin, à un moment donné, l'argent, il faut bien le prendre quelque part. Alors, c'est vrai que... Il faut réduire les dépenses, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc, il faudrait les réduire de manière beaucoup plus drastique. L'année dernière, quand même, la politique fiscale a consisté quand même à baisser les impôts des catégories dont vous pensez qu'elles sont trop chargées. Et 15 milliards, quand même, du paquet fiscal, ce n'est pas rien. Toute la question est de savoir si ça provoque un effet sur la croissance ou pas. Les économistes sont très partagés là-dessus, et c'est la raison pour laquelle moi, en ce moment, je me dis qu'ils ont du mal à se prononcer sur pas mal de choses. On ne va pas définitivement revenir sur le paquet fiscal. Bon, pour ma part, je considère... C'est 15 milliards tous les ans. C'est 15 milliards tous les ans. Parce que c'était des réformes marginales, c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Alors, on va pas discuter à nouveau du paquet fiscal, on doit discuter. Parce que c'est quand même un des chevals de bataille de la gauche actuellement. C'est évidemment le paquet fiscal. C'est valable pour le RSA, c'est valable pour pas mal de choses. Le paquet fiscal, c'est 15 milliards. Jean-Louis Gombault, vous qui êtes au milieu de tout, finalement, la gauche dit ce sont les riches qui en profitent, la droite ne dit pas du tout, c'est une infime partie, sur les 13 milliards, il n'y en a que 400 ou 600 millions qui sont consacrés aux gens les plus riches. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qui a mis par terre, je crois, l'idée du gouvernement sur le paquet fiscal, c'est qu'il a mis son bouclier fiscal au milieu, mais effectivement, puisque l'essentiel est pris sur la défiscalisation des heures supplémentaires qui sont effectuées essentiellement par une main-d'œuvre généralement ouvrière pour l'essentiel. Donc, on peut pas dire que le paquet fiscal soit un paquet, quand même, un cadeau pour les riches. Je pense pas que ce soit exact sur le plan des chiffres. Alors ou un petit peu. Non, mais de loin. Disons que peut-être que le tiers est peut-être pour les riches, disons au grand maximum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'hôpital dans la salle des urgences. Et que le gouvernement a dû se dire, il faut que je classe les urgences. Je prends d'abord les cardiaques, et puis après, je prendrai ceux qui ont une cassure au pied. Aujourd'hui, les cardiaques, c'est quoi? C'est la menace de récession, et peut-être, personne n'ose prononcer le mot, mais de dépression même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où peut-être dépression, c'est 29. Ça c'est grande dépression, mais au moment où il faudra peut-être qu'on pose. Je crois que la statistique importante de la journée, c'est celle que nous a publiée aujourd'hui le Royaume-Uni. En 2009, disent-ils, ils ont dit ça aujourd'hui, ça sera moins 1% la croissance. Je crois que c'est la première fois
qu'un pays de l'Union européenne dit que l'année prochaine, il sera négatif. Les autres sont, l'Allemagne dit, je serai à 0,2 par exemple. Les Espagnols sont autour de 0 également, la etc. France dit, on sera plus à 1. On sera pas à 1. Donc, mais pour les premiers qui disent ça, moins 1% pour 2009, pas pour 1 ou 2 trimestres pour l'ensemble 2009. Donc ça, c'est la première urgence, celle qui a été considérée comme la première des urgences. Et à partir de là, il est clair que si on fait moins de 1% de croissance pour 2009, on va sur un déficit qui ne sera pas à 3%, mais qui sera à 4% du PIB. On va vers les 4% du PIB. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que donc, effectivement, 4% plus éventuellement le fonds de recapitalisation ou d'aide aux banques. Qui sera plutôt financé dans la dette, plutôt plus que dans la dépense. Bien, mais qui signifie que des ressources d'épargne, au lieu d'aller vers l'investissement, vont aller vers le sauvetage des banques. Ce que je vais expliquer, c'est qu'on est dans un comme dans toute salle des urgences, on est sur un classement des urgences. Et la première qui est apparue, c'est cette menace de conjoncture. Après, bon, on peut dire qu'elle est surestimée. On a beaucoup reproché au gouvernement de l'avoir sous-estimée, c'est-à-dire d'avoir caché la réalité économique. Et là, il dit bon, il joue son va-tout. On va laisser filer les déficits pour essayer de passer à côté de ça. C'est peut-être un mauvais calcul. Cela dit, l'Europe a des dispositions pour ça. En temps de crise, le pacte de stabilité, eh bien, il est suspendu. On peut dépasser. Alors, allons-y, quoi. Pourtant, c'est exceptionnel. Bah oui, bah si ça n'est pas en ce moment. Là, je suis d'accord avec Jean-Louis pour dire qu'il y a le feu dans la maison et qu'il faut véritablement un plan d'urgence et un plan de relance. Tout le problème, c'est qu'on a l'impression que un plan Paulson. Plus qu'un plan Paulson. Là, quand on recapitalise, ça va plus loin que le plan Paulson. C'est le plan Paulson 2 qui a consisté à injecter en plus de 150 milliards de dollars pour nationaliser les banques et des nationalisations avec droit de vote de l'État. Sauf que là, quand même, vous avez oublié de souligner. Enfin, Jean-Louis l'a dit, mais il faut le souligner auprès des téléspectateurs. Il s'agit quand même de nationalisation sans droit de vote de l'État. Là, c'est un véritable cadeau de 10 milliards qui est fait aux banques, puisque l'État qui va recapitaliser n'a même pas le droit de vote. Donc le vrai débat, justement, le vrai débat qui est là, c'est si l'on considère que les marchés financiers ont été myopes sur cette affaire-là et que l'enjeu sur le long terme, comme l'a dit Sarko, c'est le retour de l'État d'une certaine façon, et le retour de l'État stratège en particulier. L'occasion nous est donnée ici de reconstituer un pôle public financier stable. C'est le retour de l'État. Il dit qu'il faut que l'État puisse intervenir quand ça va mal, quitte ensuite à s'en aller et reprendre ses billes, entre guillemets, quand ça va bien. N'oublions pas qu'il est l'héritier d'un général qui a nationalisé les 4 principales banques de dépôt après la Deuxième Guerre mondiale et que pendant toute la période des 30 Glorieuses, le système bancaire français a assuré le financement d'une économie qui s'est accrue d'une façon relativement stabilisée. La leçon de ces dernières années, c'est que le système bancaire est quand même extrêmement instable et à côté des banques privées, il peut être nécessaire de disposer d'un pôle public financier stable. La Caisse des dépôts, à qui on demande beaucoup, n'est dotée que de 30 milliards de capitalisation, il va falloir l'épauler. Et donc là, l'occasion était donnée à l'État d'aller un petit peu plus loin. Et moi, j'ai l'impression qu'on se contente ici de socialiser les pommes pourries, de socialiser les dettes de jeu des banquiers qui ont flambé au casino de la bourse, socialiser les pertes, et capitaliser l'argent des épargnants, alors que l'enjeu est un petit peu tout autre. Pascal Salin, l'équilibre des finances publiques était prévu pour 2012, si je ne m'abuse. Là, faut oublier. Je pense malheureusement qu'il faut l'oublier. Sauf si, par miracle, on arrivait à diminuer considérablement les dépenses. Ceci dit, moi je m'inscris en faux contre l'idée sur laquelle il faut se féliciter de ce qu'il y a un déficit important et qu'on oublie le pacte de stabilité, etc., parce que cela permettrait la relance. C'est une illusion totale, car si le déficit augmente, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État va emprunter davantage, et ce sont des ressources qui ne seront pas disponibles pour autre chose, et en particulier pour l'investissement. L'idée d'inspiration keynésienne sur laquelle le déficit permet la relance, c'est une idée qui est radicalement fausse. Ce qui permet la relance, la seule chose qui le permettrait, c'est de restaurer les incitations productives des gens, c'est-à-dire que les taxes, exactement, les taxes et les réglementations, le fait que les gens soient mieux récompensés de leurs efforts de travail, efforts d'innovation, par exemple. Il fallait les faillites des banques. Mais pas de manière générale, certainement pas. D'ailleurs, en France, la situation n'est pas aussi grave que dans d'autres pays, je crois. Mais si des banques ont fait des aventures excessives, eh bien, je crois qu'il faut, comme pour n'importe quelle entreprise, accepter les conséquences.
Les conséquences, ça veut dire quoi? La faillite, ça ne veut pas dire nécessairement que tout disparaît, mais que par exemple la banque qui a été mal gérée est rachetée par une autre banque ou par une autre organisation, une autre institution qui va la gérer mieux. Alors, il faut bien voir qu'on parle de mise entre parenthèses du pacte de stabilité, plus que d'ailleurs du traité de Maastricht. Ce qui est prévu par les textes, en cas de crise, en cas de Oui, mais enfin, il n'est pas prévu qu'on majeur. dépasse les 3%. Ce qu'il est prévu, c'est qu'en cas de force majeure, on ne continue pas à réduire le déficit. Ce que nous allons faire, puisque l'on va même dépasser. Mais croire que pour autant, le pacte de stabilité ou les traités de Maastricht sont mis à la poubelle et je crois, est une erreur. Il va se passer la chose suivante. C'est que des pays comme par exemple l'Allemagne, qui sont très proches de l'équilibre, des pays comme le Royaume-Uni, qui ont une dette publique relativement faible, de l'ordre de 30-35% du PIB, alors que nous sommes à 66%. Il ne faut pas croire qu'il va être possible comme ça, éternellement pour la France, qui a un fort déficit et une très forte dette, de pouvoir recapitaliser, pour parler rapidement, mais ce n'est pas exactement cela, ses propres banques en aggravant son déficit. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il sera signalé à la France qu'elle transgresse de trop, malgré les difficultés, les règles qu'elle a signées à travers Maastricht ou le pacte de stabilité. Je veux dire par là que le pacte est mis entre parenthèses, mais il n'est pas mort. C'est-à-dire que croire qu'il pourrait très bien ressurgir à l'occasion d'un dérapage trop important de nos déficits au prétexte de la crise. Pour rappeler les pays à l'ordre. Alors pour revenir un petit peu à ce budget, est-ce qu'il faut faire, comme le dit la droite, il faut le voter de toute façon, il faut le voter, on s'arrangera toujours après, on révisera les chiffres, etc. Ou est-ce qu'il faut appeler un chat et dire c'est un budget d'austérité, on y va et là on fait des coupes? Il faut appeler un chat un chat. C'est un budget qui permet de socialiser les pertes des banques qui sont aventurées dans les aventures qu'on connaît. Et puis c'est un budget de rigueur et le pacte de stabilité sert précisément à ça. Monsieur Trichet a rappelé hier que le pacte de stabilité n'était pas mort pour rappeler au gouvernement que sur les autres dépenses que les dépenses afférentes au sauvetage du système bancaire, il fallait poursuivre la rigueur. Et c'est là que la droite et la gauche divergent. C'est que simplement, ce n'est pas de la dépense. Non, ce n'est pas la dépense. Oui, c'est plutôt de la dette à la limite. Oui, mais pas de la. Non, ça sera pas intégré dans. Non, je crois que c'est important à dire. C'est pas intégré dans l'évolution de la dépense. Les 320 milliards, mais les 40 milliards sont intégrés. Oui. Non, pas dans la dépense. Mais les 10 milliards et demi qui ont été annoncés aujourd'hui, ils sont pris dans ces 40 milliards. Ah si, ils sont pris dans les 40 milliards, voilà. Tout à fait. Mais que l'État emprunte pour ensuite prêter aux banques. Parce qu'on considère que l'État donne des garanties parce qu'il ne peut pas faire faillite, tout simplement. Alors, au lieu que les banques empruntent directement sur le marché, il y a l'intermédiaire de l'État. Oui. Mais c'est pas une dépense publique. Il faut quand même interpréter les choses correctement. Ça met tout le monde d'accord, puisqu'elles ne se prêtent plus d'argent entre elles, déjà. Oui, non, mais on fait cela avec l'espoir, justement, de relancer la machine et que la confiance renaisse et que les banques se prêtent entre elles. Ça gonfle de manière conséquente la déficit. C'est comptabilisé dans le déficit au sens de Maastricht. Ça gonfle la dette. La dette, elle a déjà dépassé la limite traditionnelle. C'est pas un problème, on a de l'épargne pour la financer. Les épargnants aiment les obligations d'État aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour financer la dette. Tout le problème, c'est est-ce que la dette finance la bonne dépense? Et aujourd'hui, tout le débat budgétaire est de savoir si le budget du gouvernement, en dehors du plan de sauvetage, permettra de relancer la croissance. Si c'est pas le cas, particulier. Voilà. Mais la récession était là avant la crise financière. Mais si tel n'était pas le cas et tel sera probablement le cas, il n'y aura pas les rentrées fiscales nécessaires et les déficits se creuseront. Et là, ça sera de la mauvaise dette qui va s'accumuler, qui pèsera sur les générations futures. Il peut y avoir de la bonne dette si elle finance les bonnes dépenses. D'où le débat sur le paquet fiscal, d'où le débat sur les 30 000 suppressions de postes par an dans la fonction publique, d'où le débat sur les dépenses de santé, d'éducation, d'innovation et de recherche que le gouvernement est en train de sabrer. Très bien, merci beaucoup messieurs pour ces éclaircissements sur le budget. On va parler maintenant du DSK Gate avec Denis Jambard. Le patron du FMI présente ses excuses après une relation inappropriée avec une collaboratrice. DSK découvre ainsi une facette de l'Amérique qu'il avait peut-être négligée. Retour sur une affaire qui agite toujours le Fonds monétaire international. Tout de suite, l'analyse de Denis Jambard sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Denis. Bonsoir Pierre. Et oui, quand on parle de politique, on est amené à parler de plein de choses et de choses assez variées, comme là, Dominique Strauss-Kahn qui est donc soupçonné au sein du FMI d'abus de pouvoir après avoir eu une relation intime avec une de ses subordonnées, une employée du FMI, chef de mission sur le Ghana, qui serait ensuite partie du FMI.
peut-être dans de très bonnes conditions ou pas. C'est justement là que tout est le débat et cette enquête. Alors, faut avant tout remettre un petit peu ça, parce que les États-Unis sont assez friands de l'exploitation justement de ce genre d'affaires. Les débats conjugaux, extra-conjugaux aux USA, effectivement, c'est pas tout à fait pareil qu'en France. Et même dans les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, il est fortement déconseillé à des dirigeants d'avoir des relations avec des subordonnés, parce que quand il y a relation, il y a suspicion, et donc on ne sait pas ce que ça donne derrière. Oui, il faut bien comprendre que ce sont deux sociétés différentes que la nôtre et la société américaine, et notamment sur ces questions-là. Et il y avait eu des précédents. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'un homme aussi intelligent et avisé que Dominique Strauss-Kahn se soit laissé piéger dans cette affaire-là. Mais la chair est faible. La chair est faible, en effet, vous me l'avez enlevé. Et d'ailleurs, d'autres avaient fait preuve de faiblesse, et notamment Monsieur Wolfowitz, qui dirigeait la Banque mondiale, et qui, lui, en l'occurrence, a eu une relation avec une personne pour laquelle il est intervenu, et donc il a dû abandonner son poste. L'objet de l'enquête aujourd'hui, c'est bien de savoir si Dominique Strauss-Kahn a procédé à une sorte d'abus de pouvoir en lui permettant... Pour aider quelqu'un, en fait, peu importe qu'il soit passé quelque chose ou pas. Absolument, absolument. En revanche, vous savez, la société américaine est assez puritaine. Vous savez que les règles sur le harcèlement sexuel, etc., sont très importantes là-bas. Un regard peut suffire pour vous retrouver à la porte de votre entreprise et avec quelques lawyers, quelques avocats sur le dos. Et c'est vrai que là, on a le sentiment que Dominique Strauss-Kahn a commis une incroyable imprudence que redoutaient d'ailleurs, je dois dire, certains de ses amis quand ils l'ont vu partir aux États-Unis. Alors, réaction dans la classe politique, justement, pas trop de réaction. La seule qui le charge un petit peu, c'est Ségolène Royal, là, qui dit bon, si rien n'est prouvé, évidemment, voilà, mais si il s'avère que c'est vrai, etc., c'est très très grave. Oui, oui. Voilà. Mais là, moi, je trouve que Ségolène Royal, je l'ai souvent dit ici même, c'est vraiment l'héritière de Mitterrand. C'est-à-dire que quand il y a la possibilité, de tacler un rival ou un adversaire, elle tacle. Et donc elle le fait, alors que, j'en reviens à ma comparaison des deux sociétés, la société française regarde ces choses-là, exonère ça avec beaucoup plus d'amusement que la société américaine. Et d'ailleurs, on le voit dans nos médias. Les médias français ne font pas la chasse en réalité à la vie privée, même si les hommes politiques aujourd'hui s'en plaignent un peu, alors que les médias américains sont extrêmement sensibles, extrêmement vigilants et attentifs. On se rappelle aussi de l'affaire de Bill Clinton à la Maison Blanche et des conséquences qu'il y a eu. Alors, ce qu'a fait Strauss-Kahn, voilà, Monica Gate. Alors, ce qu'a fait Strauss-Kahn là, en tout cas dans sa réaction, il a été totalement américain. Il s'est comporté comme doit se comporter un homme politique, et comme l'avait fait d'ailleurs Bill Clinton. Il a reconnu les faits immédiatement. Il n'a pas traîné. Il a dit oui, j'ai eu une liaison. 2, ensuite, ce soir, aujourd'hui, il a écrit une lettre dans laquelle, à la fois, il reconnaît les faits et ensuite il s'excuse auprès des gens du FMI, auprès de la personne concernée et auprès de son épouse. Vous voyez, c'est une société où le religieux est très important, donc il faut prononcer son acte de contrition. Qui elle-même l'a couvert d'une certaine façon en lui disant absolument, que... Voilà. Absolument. Et une fois que ces actes-là sont faits, il s'en remet au jugement du cabinet qui a été diligenté pour mener l'enquête au résultat. Mais si le résultat, s'il s'avère qu'en réalité, il n'a pas commis d'abus de pouvoir, eh bien, il pourra continuer sa tâche parce qu'il a procédé au rituel américain. C'est la dernière question que je vous pose. Est-ce que c'est préjudiciable pour la suite de sa carrière? Parce qu'on pense évidemment toujours, on verra ce que feront les socialistes, qui ils choisiront et dans quel état sera le Parti socialiste et son candidat ou ses potentiels candidats en 2011. Mais est-ce que, en vue de 2012, c'est très préjudiciable pour lui? C'est vrai. En tout cas, ça arrive au pire moment pour lui. C'est-à-dire que ça arrive au moment où il y a cette crise dont vous venez de parler dans le débat avec d'éminents économistes. Ça arrive au moment où, précisément, Nicolas Sarkozy et tout le monde s'accordent à
mettre le FMI au centre du projet qui vise à réguler la finance internationale. Et par ailleurs, le comité qui dirige le FMI, le 11 octobre, avait chargé Dominique Strauss-Kahn de porter la parole du FMI, de le représenter. Donc il devait être un acteur majeur pour résoudre la crise et émettre de nouvelles règles qui... il serait arrivé nécessairement en position de force pour la suite. Absolument. C'est-à-dire qu'il avait construit un édifice absolument formidable pour revenir ensuite en grand triomphateur sur le territoire français et éventuellement se présenter à l'élection présidentielle de 2012. Ça, c'est clair que l'édifice, il est légèrement fissuré, ébranlé. Maintenant, vous savez, en politique, c'est l'histoire des phénix. On brûle et c'est la résurrection. Et donc tout peut arriver pour Dominique Strauss-Kahn dans l'avenir. Peut-être même ça sera mis avec l'esprit français qu'on connaît. Peut-être ça sera mis à son crédit. D'accord. Merci beaucoup, Denis. On va parler justement des présidents de la République et de leur argent. Combien ça gagne un président, entre autres? Jean-Marc Philibert, tout de suite. Diverses et variées les relations des présidents de la République avec l'argent. Si Charles de Gaulle payait ses timbres, d'autres n'avaient pas ces scrupules. Jean-Marc Philibert décrit dans son dernier ouvrage L'argent des présidents. Il est ce soir l'invité de Pierre Sled dans Bouge la France. Bonsoir Jean-Marc Philibert. Bonsoir. Alors l'argent de nos présidents, chez Max Millot, c'est finalement tous les présidents de la Ve République. Et vous regardez exactement, ils sont arrivés avec quoi, ils sont repartis avec quoi, est-ce qu'ils se sont enrichis ou pas? D'abord, ça gagne combien un président? C'est un bon boulot? C'est un boulot qui est d'autant plus intéressant qu'il a été récemment augmenté. Vous vous en rappelez sûrement, mais l'année dernière, Nicolas Sarkozy a fait voter l'augmentation du salaire du président. Aujourd'hui, un président, ça gagne 20 000 € net. Voilà. On se souvient que, et vous le dites dans votre livre, Giscard d'Estaing lui avait fait multiplier par 4 à un moment en 74. Oui, en 75, apparemment, d'après les témoignages que moi j'ai pu recueillir sur le sujet, il faut savoir qu'à l'époque, le salaire du président de la République, c'est un des secrets d'État les mieux gardés de la République, justement, et que personne ne sait combien gagne le président. Alors, c'est facile pour lui, il n'a qu'à puiser finalement dans une immense cagnotte à sa disposition pour choisir le salaire. Il n'y a rien d'officiel, en fait. Non, en fait, il avait à sa disposition une cagnotte globale et à lui de choisir son salaire dedans. Il pouvait se servir dedans. Est-ce que, en cela, finalement, l'officialisation du salaire, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il s'est augmenté, mais en même temps, tout est officiel maintenant. Est-ce que c'est plus sain? D'un certain côté, oui, c'est plus sain. D'ailleurs, une grande partie de la gauche reconnaît que c'est une bonne chose. Surtout le député René Dosière, comme vous le savez, qui est un des spécialistes de l'argent de l'Élysée. Lui est absolument d'accord avec cette réforme. En revanche, il est le seul des parlementaires socialistes à l'avoir voté. Alors, en dehors du salaire, quel est le train de vie d'un président de la République? Il a besoin de rien dépenser en permanence. Vous dites que Mitterrand n'avait jamais un sou sur lui, il payait rien. Le train de vie est tout simplement présidentiel. Effectivement, quand vous êtes président de la République, il faut savoir que vous êtes logé, vous êtes nourri, vous êtes pris en charge par la République. Tout est organisé de façon à ce que vous n'ayez aucune facture à régler. Ce qui est absolument compréhensible. Quelque part, on n'imagine pas le président s'arrêter pour se payer. Voilà, absolument. Mais il y a tous ces à côté, tous ces petits privilèges qui font la fonction et qui font que finalement les présidents, comme quelque part aussi les hauts responsables politiques du pays, rentrent dans une dimension à part, une dimension que les Français moyens ignorent complètement. C'est un monde de voitures de fonction, de privilèges, de notes de frais, de salaires importants. De garde du corps ensuite, à vie même. Oui, le président de la République a des gens attachés même quand il quitte. D'ailleurs, il part avec combien? De quoi vit-il un ex-président? Alors un ex-président vit avec une retraite de conseiller d'État, c'est pas grand-chose par rapport à l'actuel salaire puisque ça représente environ 6 400 € aujourd'hui. En revanche, comme vous l'avez dit, il est aujourd'hui pris en charge dès son départ de l'Élysée. Et ça, c'est François Mitterrand qui l'avait voulu parce que en 1985, Mitterrand pense déjà qu'il risque de perdre les élections de 88. Donc il demande à son Premier ministre, Fabius à l'époque, de lui préparer une circulaire organisant la vie après l'Élysée. Cette circulaire, elle ne sera jamais publiée, mais elle va être transmise à l'administration et elle va organiser la vie financière des ex-présidents après leur départ. Ils vont avoir droit à des locaux, à des chauffeurs, des voitures, des secrétaires, un chef de cabinet,
des officiers de sécurité, le tout pour une somme assez conséquente quand même. Oui, c'était effectivement une garde autour de soi. Vous avez eu des difficultés, je crois, pour écrire ce livre, parce que finalement vous avez trouvé peu de témoins. Il y a seulement le fils de Georges Pompidou qui a accepté de parler. Oui, absolument. Alors les présidents actuels ou passés qui sont toujours en vie n'ont pas accepté de me recevoir dans le cadre de cette enquête. Les héritiers de François Mitterrand et de Charles de Gaulle non plus. En revanche, effectivement, Alain Pompidou, lui, a accepté de partager quelques anecdotes. Et vous avez confirmé que Georges Pompidou, donc son père, collectionnait les œuvres d'art, et à ce titre, c'est enrichi puisqu'il avait acheté des Kandinsky, etc., alors que ça valait pas très cher à l'époque. Oui, c'est vrai, mais alors il y a une différence fondamentale en fait entre un Georges Pompidou qui s'enrichit pendant qu'il est au pouvoir parce que ses œuvres d'art prennent de la valeur, et un autre président qui, par exemple, cumule les mandats, cumule les retraites, cumule les indemnités ou les salaires. Par exemple, le président Chirac, mais aussi le président Giscard d'Estaing, aussi le président Mitterrand. En fait, ce système de cumuler oui, parce que quand vous nous dites ils s'en vont avec une indemnité de 6 500, mais s'ils cumulent autant d'indemnités, à l'arrivée, ça fait beaucoup. Je crois que vous dites que Jacques Chirac a plus de 20 000... Alors aujourd'hui, moi j'ai fait les calculs. Jacques Chirac officiellement est à la tête d'un cumul de revenus de l'ordre de 32 000 euros par mois. Il se trouve qu'en 2007, en 2008, pardon, il a d'ailleurs remporté un prix. C'est le Grand Prix russe, une des plus hautes distinctions russes. Or, ce prix, c'est intéressant déjà, diplomatiquement, c'est très bien. Puis surtout financièrement aussi, c'est pas mal, puisque ça lui a rapporté environ 135 000 euros. Donc, pas mal. Oui, pas mal. Divisé par 12, vous arrivez à un salaire mensuel de l'ordre de 42 000 euros. C'est quand même pas mal. Alors, le plus réfractaire à tous ces avantages, c'est certainement Charles de Gaulle, qui avait même refusé à une vieille dame qui lui avait légué un château et pas mal d'hectares. Il avait même refusé ça parce que lui, il mangeait pas de ce pain-là, entre guillemets. Oui, exactement. Alors le père fondateur de la Ve République, c'est un peu la statue du commandeur, l'homme, l'incorruptible. C'est vrai qu'il avait refusé un château que voulait lui offrir une de ses admiratrices. En revanche, une des facettes de Gaulle qui n'était pas réellement très bien perçue jusqu'à présent, c'est que lorsqu'il rentre à l'Élysée, il est déjà à la tête d'une fortune assez considérable. Charles de Gaulle a gagné énormément d'argent. Il avait très peu de patrimoine familial, il a gagné énormément d'argent grâce à ses droits d'auteur, et notamment grâce aux droits d'auteur que lui ont rapporté ses mémoires de guerre. Quand il rentre en France en 1944, qu'il prend la tête du gouvernement en 1946, c'est un héros national, tout le monde souhaite savoir qui est cet homme qui a sauvé la France et qui lui a permis de s'asseoir à la table des vainqueurs. Et ces mémoires vont se vendre au total à plus d'1,5 million d'exemplaires. Alors 1,5 million d'exemplaires, même à l'époque, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup d'argent. Mais le plus riche, vous le dites, le plus gros patrimoine, c'est Valéry Giscard d'Estaing. 18 millions d'euros. Mais bon, il s'est pas enrichi parce qu'il était président. Il ne s'est certainement pas enrichi parce qu'il était président. Moi, ce que je constate, c'est que à son arrivée à l'Élysée, il dispose d'un patrimoine constitué essentiellement par son hôtel particulier de Paris. Quand il le quitte, il est déjà à la tête d'un patrimoine un peu plus important, et aujourd'hui, son patrimoine immobilier, uniquement immobilier, s'élève effectivement à 18 millions d'euros, et c'est une estimation basse. En France, les présidents sont avantagés par rapport aux premiers personnages d'État étrangers ? En matière de salaire, pas réellement. George Bush, aujourd'hui, gagne environ 400 000 $. George Bush, la famille Bush n'a pas besoin de ça, en plus. Absolument, la famille Bush, en plus, a les pétrodollars pour s'arranger. Mais effectivement, les présidents français se situent dans une bonne moyenne, quand même. Certains peuvent les regarder de haut, typiquement, par exemple, le président américain, qui est quand même le leader mondial le mieux payé. Mais par rapport au Premier ministre espagnol, détenteur du pouvoir à Madrid, le président français s'en tire plutôt bien. D'accord. Alors Nicolas Sarkozy, l'actuel président, aura une vie certainement après la politique. Il a déjà annoncé que vraisemblablement il travaillerait pour le privé, sauf que en même temps, comme tout bon président, il aura des rentes qui seront léguées par l'État. Est-ce que c'est compatible ? Alors, en tout cas, on peut s'attendre à des situations assez cocasses dans l'avenir, peut-être à partir de 2012, plus probablement à partir de 2017. Quand Nicolas Sarkozy quittera le pouvoir, il bénéficiera effectivement de plusieurs choses. En premier lieu, sa retraite de président de la République. Très bien, il y a droit comme tous les autres. Il faut savoir que quel que soit le nombre d'années que vous avez passé à la tête de l'État, cette retraite est la même.
Mais il aura également à sa disposition l'ensemble des retraites de ses mandats locaux, donc de députés, de maire de Neuilly, de président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Tout ça va globalement lui rapporter environ 20 000 € par mois. En même temps, c'est un petit peu normal, on cotise tous, on a parfois plusieurs métiers, et tous les métiers qu'on a fait ou toutes les expériences professionnelles qu'on a nous ramènent de l'argent à tout le monde. Oui, mais le système général de retraite ne permet pas, pour nous, citoyens ordinaires, de cumuler les retraites. C'est un système, en revanche, auquel les politiques se sont arrangé quelques petites exceptions, et eux peuvent cumuler ces retraites. Mais ce qui va être amusant dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est que s'il rentre effectivement dans une entreprise étrangère, ou dans une entreprise privée, qu'elle soit étrangère ou française, il va également devenir membre de droit du Conseil constitutionnel. À ce titre, il va pouvoir dire le droit en France, puisque la fonction de membre du Conseil constitutionnel n'est pas incompatible avec une fonction privée. Elle est incompatible avec un mandat électif. Ce qui veut dire que le membre de la direction d'une entreprise privée, peut-être étrangère, pourra en même temps dire le droit en France. Je pense qu'on va s'attendre à une situation un peu cocasse. Très bien, ça vous permettra d'écrire un autre livre que L'argent de nos présidents, qui est publié chez Max Milo. Merci beaucoup. Merci. On va parler du numérique maintenant, le tout numérique, entre autres la TNT, mais pas seulement. Nicolas Sarkozy excusé, c'est Éric Besson qui ce matin a développé son plan pour une nouvelle économie numérique. Le haut débit pour tous, a promis le secrétaire d'État chargé de la prospective. Alors, pour mieux comprendre le plan numérique dévoilé aujourd'hui, Gabriel Dupuy, universitaire et auteur de La fracture numérique, et Thierry Soler, président de la Fédération numérique de l'ENP. Ils sont tous les deux ce soir sur le plateau de Bouge la France. Et je les salue. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va commencer par préciser, parce que le numérique, pour pas mal de Français, c'est un petit peu abstrait quand même, ça veut rien dire. D'autant que dans le numérique, il y a quand même une foule de choses et certaines n'ont pas grand-chose à voir avec les autres. Thierry Soler, qu'est-ce qu'on entend par économie numérique aujourd'hui? Ouais, le numérique, c'est quoi? C'est bien sûr Internet. On l'utilise tous. Il y a un peu plus de la moitié des Français qui l'utilisent, mais c'est en train de se développer énormément. C'est également la télévision, de plus en plus. Et puis c'est tout ce qui passe au numérique. Et donc la TNT. Et donc voilà, ça devient aujourd'hui une économie très importante. Mais il y a aussi les téléphones mobiles, la téléphonie mobile. Ah ouais, parce que c'est des choses qui sont, on a l'impression que c'est pas du tout la même chose. C'est la téléphonie mobile, c'est tout le secteur de l'audiovisuel et c'est tout l'Internet. Et c'est un secteur qui a une formidable croissance dans le monde entier. Ça apporte 25% de la croissance mondiale, l'économie numérique en règle générale. Et puis c'est un secteur sur lequel en France on avait pris du retard. Et c'est la première fois, le président de la République a initié ça, qu'on a mis le paquet, que le gouvernement en fait une priorité forte. Gabriel Dupuy, pourquoi on avait pris du retard? On a pris du retard. Pas tellement par rapport aux pays du Sud. Faut voir que la fracture est entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc la France, heureusement, est quand même dans les pays du Nord. Donc on a pris du retard peut-être par rapport à quelques pays scandinaves, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, je pense. Mais on est face à un rythme de développement qui est tellement rapide qu'on a vite fait de prendre du retard. Oui, parce que là, aujourd'hui, on est à la traîne, on est à 6%, les USA à 13%, la Corée à 17%. Comment ça se comble un tel retard, alors que je montre la fracture numérique, c'est votre livre, on l'a déjà montré. Ça se comble pas bien. Ça se comble pas bien parce que il y a ceux qui courent très vite qui sont en avant et ceux qui. C'est dur de les rattraper. Et c'est dur de les rattraper. C'est comme dans le Tour de France. Celui qui passe le col en premier, en général, il est avantagé à l'arrivée. Et donc là, il y a une difficulté pour qui? Alors pour les plus pauvres, il y a une difficulté pour les ruraux par rapport aux gens des villes. Et puis il y a une difficulté pour les vieux par rapport aux jeunes. Bien le dire. Et donc c'est ce problème du rattrapage. Alors si l'innovation était moins rapide, on pourrait souhaiter que tout se calme un petit peu. Et ça faciliterait beaucoup les choses, et je pense que le plan gouvernemental aurait beaucoup plus de chances d'aboutir s'il y avait moins de rapidité. Cela dit, vous parlez de cette fracture entre les jeunes et les vieux. C'est vrai qu'Internet, pour les gens les plus âgés, ça ne veut pas dire grand-chose dans beaucoup d'endroits en France. C'est pas si vrai. Hein. Mais en tout cas, il y aura une solution. Il y a des ambassadeurs du numérique qui vont aller partout en France pour un petit peu, justement, expliquer aux gens qui connaissent rien comment ça marche. Alors, il y a une partie des gens qui ne sont pas de la génération d'être nés avec ces technologies-là. Il y en aura de moins en moins. Il y en aura de moins en moins. Mais c'est pas si vrai. C'est le syndrome de la cybermamie. Vous savez, c'est toutes ces grand-mères qui sont aujourd'hui un peu en région, qui ont des enfants. C'est pas un peu un fantasme, la cybermamie? Non, il y en a plein, qui sont équipés d'un ordinateur, qui savent envoyer un email et compagnie, et qui découvrent ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a une partie de la population, la plus âgée, qui n'a pas accès à ça. Et aujourd'hui, ça devient très pénalisant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font par Internet, et de plus en plus. Regardez, il y a 20 ans, même il y a 10 ans encore, il y avait plein d'agents de voyage partout chez nous.
dans nos villes. Eh ben, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, les Français, pour trouver des voyages intéressants à des prix intéressants, ils vont sur Internet. Et donc, ne pas avoir accès à Internet, c'est une différence par rapport aux autres qu'il faut essayer de combler, et c'est l'objectif du gouvernement notamment. Et Gabriel Dupuy, vous dites que ce plan, dans beaucoup de points, n'est pas assez concret. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Le haut débit pour tout le monde? Ah non, mais moi je trouve que les ambassadeurs, là, c'est bien, mais il faut vraiment aller au contact, il faut aller sur le terrain. C'est ce qu'ils vont faire, visiblement, enfin, je sais pas, mais... Il faut des gros moyens pour ça. Les Anglais ont complètement ciblé là-dessus, ils sont allés voir les cybermamies, parce que les cybermamies, oui, elles ont Internet, elles savent envoyer des emails, mais elles savent pas faire grand-chose de plus. Et donc, ils s'en sont rendus compte, ils sont allés vraiment sur le terrain, ils les ont pris en charge. Bon, et ça, c'est quand même, il faut s'accrocher, prendre vraiment beaucoup de moyens pour arriver à remonter la pente. Moi, je crois que c'est la première fois qu'on a un gouvernement, et je crois qu'il faut y rendre hommage à Éric Besson, qui a réussi vraiment à convaincre ses collègues du gouvernement, le ministre de la Culture, le ministre de l'Économie, de la nécessité d'investir sur le numérique. Moi, je pense qu'on avait pris du retard en France dans ce secteur. Alors, ce plan est bien, il faudra aller beaucoup plus loin. Un des enjeux majeurs, c'est vraiment un enjeu économique. Regardez, par exemple, moi, je reviens. Qu'est-ce que ça représente je vais vous dire très simplement. En Asie, vous avez des zones entières qui sont couvertes avec de la fibre optique. Qu'est-ce que c'est la fibre optique par rapport au réseau Internet qu'on a nous? C'est un tuyau qui va beaucoup plus vite et qui permet d'échanger. Et vous savez, aujourd'hui, à l'ère de ce qu'on appelle le Web 2.0, les gens produisent de plus en plus des contenus. Et demain, les nouveaux services, parce que c'est ça l'enjeu, c'est la création d'entreprises qui vont proposer aux Français des services par Internet qui n'existent pas encore aujourd'hui en France, qui commencent à exister en Corée, au Japon et en Chine. Et si on n'a pas les infrastructures qui vont pour la fibre optique, on n'aura pas ces services. Et la création de richesse, donc la création d'emplois derrière, elle se fait à travers le développement des services par la fibre optique. Et ça, c'est un enjeu majeur qu'il faudra continuer à développer. L'objectif 2010, c'est de faire en sorte que 70% des familles aient accès à Internet. Aujourd'hui, on en a 54 à peu près, hein, c'est ça? C'est réalisable selon vous? C'est l'ordinateur qui bloque pour l'instant. Donc l'ordinateur, c'est pas encore gratuit. C'est l'ordinateur qui bloque? C'est cher. Ça reste cher. Et pour que les gens aient vraiment envie de consentir la dépense, il faut qu'ils voient ce qu'ils vont en faire. Et c'est un petit peu toujours ce problème de la cybermamie. Là, si on la prend pas en main, elle n'en est pas encore au Web 2. Mais bon, ça peut se faire, hein, vraiment. Et à ce moment-là, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, ça devient créateur de richesse, créateur de solidarité dans la nation. Ça, c'est très bien. Voilà. Et puis il faut que l'État montre l'exemple aussi. Regardez, moi j'ai regardé encore le jour sur le site de Harvard. Vous allez sur le site de Harvard, vous avez tous les cours qui sont là. Et je crois que Valérie Pécresse, c'est un de ses objectifs fondamentaux, c'est que sur les grands campus, qu'il y ait l'accès à numérique pour tous, et puis qu'on numérise un peu tout ce qui est dans le domaine public. Vous savez, on parle beaucoup des droits d'auteur en disant qu'il faut protéger la création par Internet. Enfin déjà qu'on mette en ligne tout ce qui existe dans le domaine public. Moi, quand on voit à Paris, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, le matin des queues immenses pour aller consulter des documents qui sont dans le domaine public, qui ne sont pas payants, ça serait déjà formidable et ça participerait à un développement. Alors expliquez-nous comment vous allez faire avec le droit opposable à Internet au débit fixe. Comment vous allez pouvoir mettre ça en pratique? Je crois que c'est un secteur où il va falloir que tout le monde se mette ensemble. Il faudrait à moins de 35 € par mois. Hein. Et c'est ce que disait monsieur, il a raison. Regardez la téléphonie mobile, ça s'est développé d'une manière incroyable. Pourquoi? Parce que l'abonnement fait que le téléphone, on vous le donne en fait. On vous demande pas d'acheter. Mais en même temps qu'on vous le donne, enfin, on fait croire qu'on vous le donne, mais en fait on vous vend, on vous oblige à vous abonner. C'est sûr, c'est intégré. Économique qui a réussi quoi. Mais on arrive globalement à avoir des abonnements à téléphonie, en portable, avec l'appareil qui est donné. Le téléphone, c'est voilà, ça s'est développé et tous les Français ont ça aujourd'hui. Internet, l'enjeu, c'est qu'on arrive à avoir des ordinateurs à plus bas coût. Alors, comment on peut faire concrètement? Il faut que tous les partenaires se mettent ensemble. L'État, ça c'est l'ambition du gouvernement affichée par Éric Besson, mais également les collectivités locales. Nous, je vais pas faire la pub des Hauts-de-Seine où je suis élu, mais regardez, nous, par exemple, on est en train, avec Patrick Devedjian, de mettre en place sur l'ensemble du territoire du département des Hauts-de-Seine, de la fibre optique pour tous, jusqu'à l'usager. On va poser 800 000 prises à un horizon 5 à 6 ans. Et ça, c'est un truc qui va vraiment permettre le développement de services. Aujourd'hui, vous avez plein de gens dans le monde entier qui disent, c'est génial, en France, la Manche est en train de faire un peu pareil également. Il faut vraiment qu'en Île-de-France, qui est le poumon économique du pays, mais également dans les grandes zones où il y a de l'activité économique, il y ait de la fibre très rapidement. Alors cette fracture numérique, entre autres, elle est sensible dans les écoles. C'est vrai qu'on a des écoles en France, je sais pas, qui sont quand même sous-équipées par rapport à ce qu'on pourrait avoir. L'effort qui peut être fait, installation de 400 cyberbases dans les écoles primaires, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire à la fois par rapport au nombre d'écoles, mais pour l'avenir? Parce que si vous faites des cybernautes, et les cybernautes, ils veulent après que ça se perpétue aux autres stades de leurs études. Là, on est un petit peu inquiet quand même, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des annonces concernant le développement de l'informatique à l'école, des technologies à l'école, etc. Bon,
le résultat, c'est quand même pas brillant encore. Hein, et même dans les universités, d'ailleurs. Je suis pas mal passé pour le savoir. Donc, l'effort, il est considérable. Bon, il est sur le matériel, c'est clair, mais il est quand même aussi dans les esprits. Faire passer auprès des enseignants l'idée que c'est important, que c'est comme ça que ça va se passer, ça, c'est un enjeu. Alors, pour les universitaires, j'ai entendu l'annonce de la ministre ce matin qui dit, voilà, pour les enseignants qui mettront leurs cours en ligne, il y aura des primes. Ben voilà qui est bon. Ça c'est excellent, parce que jusqu'à maintenant, on disait, mettez vos cours en ligne, d'accord, mais finalement, il y avait une espèce de perte de droit d'auteur, et qu'est-ce qu'on gagnait? Rien du tout, on y passait beaucoup de temps. Bon, ben voilà, donc là, on prend les choses comme il faut. Alors, il faut aussi que ça soit dans le secondaire, dans le primaire. Hein. L'université, c'est pas tout. Alors, on parle en ce moment, on a parlé toute cette émission, de faire des économies dans tous les domaines, d'essayer de dépenser moins d'argent. Le télétravail, est-ce que ça peut avoir une incidence sur les entreprises, sur les coûts dépensés pour les locaux, etc.? Ah ben c'est sûr, parce que le télétravail ça se développe partout dans le monde et de plus en plus on voit. Mais nous on est à la traîne complète là-dessus. On est un peu en retard là encore. Il y a beaucoup d'entreprises quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez dans d'autres zones du monde, où en gros on garde des locaux physiques, mais par contre c'est des locaux où régulièrement les gens qui sont en clientèle, qui sont chez leurs clients, se retrouvent pour des réunions parce qu'il y aura toujours besoin de contact physique. Mais c'est moins obligé, enfin le syndrome de chacun son grand bureau. Après ils se mettent devant l'ordinateur et quitte à ce qu'ils soient derrière un ordinateur, autant qu'ils soient chez eux, comme ça au moins ça fait de la place. Tout le temps. Ça leur coûte cher d'être chez eux. Ça leur coûte cher, c'est compliqué. Et aux États-Unis, ils en sont revenus. Ils ont commencé comme ça. D'accord. Ils ont commencé à être chez eux. Puis après, ils ont dit tiens, on pourrait peut-être louer un bureau. Et puis l'entreprise a pris en charge la location des bureaux. Et puis ils se sont installés, pas trop loin de chez eux, mais pas dans l'entreprise. Très bien, messieurs. Merci beaucoup. Merci. On va suivre ça, bien sûr, avec la TNT, avec le tout numérique à partir de 2011, qui va être une révolution pour la télé en général. D'ailleurs, on commence à la voir s'opérer. Merci beaucoup. La une des journaux de demain avec Saveria. Des journaux couleur du temps qui passe et des temps qui arrivent. Sœur Emmanuel et Barack Obama font au quotidien. Tout de suite la revue de la presse, Saveria Rojek. Voilà, et sans surprise, c'est la disparition de Sœur Emmanuel qui fait la une de vos quotidiens demain. Le Parisien aujourd'hui en France remercie Sœur Emmanuel avec cette très belle photo où elle se baigne avec les enfants chiffonniers du Caire. La leçon de vie d'une femme d'exception pour la Voix du Nord. Sœur Emmanuel avait dédié sa vie aux plus pauvres. Elle nous laisse sa devise, vivre c'est agir. La voix d'Aimée pour la Croix, qui dans son éditorial décrit les 1001 vies de la Sainte du Caire. Et enfin pour l'Humanité, c'était la grande sœur des pauvres. L'Humanité qui revient également sur la crise et ce qui fait sauter les banques. À la une des Échos, l'État va injecter 10,5 milliards d'euros dans 6 banques françaises. Dans une interview, François Hollande demande plus de contrepartie aux banquiers. Et on termine avec Libération, l'Amérique de Barack Obama. Libération qui vous propose un voyage à travers un pays miné par la crise et embourbé dans 2 guerres. Et attention, parce que rien n'est joué, les sondages se resserrent entre les deux hommes, entre McCain et Obama. On aura l'occasion d'en parler notamment pour cette nuit américaine que vous suivrez en direct sur Public Sénat. Le dernier coup de fil. La grogne monte dans les milieux pénitentiaires. Les syndicats de surveillants parlent de blocage des prisons. Jean-François Forget du syndicat UNSA de l'administration pénitentiaire. Et ce soir, le dernier coup de fil de Bouge la France. Bonsoir Jean-François Forget. Alors 3 principaux syndicats dont le vôtre, plus les FO et CGT qui appellent au blocage des prisons à partir du 13 novembre. Vous parlez de mépris de la part de la ministre de la Justice. Vous avez été reçu par son chef de cabinet, par son directeur de cabinet. Ça suffisait pas pour vous? Il fallait un signe plus fort? Il nous semble que c'est à la ministre de s'engager sur les sujets que nous avons mis en avant et on attend bien évidemment un signe politique au-delà de ce qu'on pourra discuter avec le cabinet ou les directions d'administration pénitentiaire. Alors, vous parlez de situation alarmante, évidemment, la pénurie de personnel, la surpopulation. Est-ce que les cas de suicide que l'on a malheureusement vus depuis début octobre dans l'Est sont liés à cette situation? Pas essentiellement. On ne pourra jamais savoir si avec plus de personnel, plus de moyens, on aurait pu les éviter. À tout le moins, il faut prendre à bras le corps la situation que l'on connaît au-delà de ces suicides-là, qui est extrêmement tendue et conflictuelle. Il faut savoir que tous les jours en prison, plus le temps passe, c'est un véritable mélange de violence qu'il
se génèrent de plus en plus. Alors il y a ces suicides, on les déplore. Il y a malheureusement d'autres situations qui ne sont pas mises en évidence dans les médias, mais qui sont aussi difficiles à gérer. Et je dirais que l'unité syndicale qui s'est décantée depuis 3 semaines maintenant, elle est le ressenti d'un ras-le-bol général des personnels qui ne sont pas entendus. D'accord. Quand vous parlez de blocage, c'est ce que vous avez annoncé, c'est pour pas utiliser le mot grève parce que vous n'avez pas le droit votre profession est privée de ce droit de grève? Alors notre profession est privée de ce droit de grève. Il n'en demeure pas moins que le terme blocage, c'est la terminologie exacte de l'action que nous mènerons si d'ici le 13 nous ne sommes pas entendus. C'est pas tout à fait une grève. Qu'est-ce qui vous fera revenir en arrière de ce mot d'ordre? Que la ministre entende une fois n'est pas coutume les revendications que nous menons, et il faut le rappeler, on n'est pas allé, malgré la difficulté du pouvoir d'achat que tout le monde connaît et les pénitentiaires y compris, sur l'aspect statutaire ou indemnitaire des choses, mais sur les conditions de vie et de travail de plus en plus pénibles, dangereuses et difficiles au quotidien dans nos détentions que subissent les personnels. Et c'est sur ces points bien précis que l'on souhaite voir développer des propositions et mise en œuvre des moyens dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, merci bien. On va saluer Philippe de Sonny, le réalisateur, Pierre-Henri Gergonne, notre rédacteur en chef, et Jean-Baptiste Daoulas et Faiza Zerouala qui ont préparé cette émission. Vous allez suivre un portrait de Gérard Larcher maintenant, le nouveau président du Sénat. Et nous on se retrouve avec Saveria dès demain à 22h parce que nous sommes à l'heure et en direct. Merci, au revoir. Au revoir Saveria.